Le cardinal Laurent Monsengo est mort. L'archevêque émérite de Kinshasa a tiré sa référence ce dimanche en France. L'information confirmée par un communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa fait la une, vous l'avez compris, de ce journal magazine aux côtés d'un intéressant dossier sur la vente des lunettes médicales dans les rues de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal du dimanche qui s'ouvre par l'actualité. Il avait 81 ans et avait été évacué le mardi dernier pour de soins appropriés en France dans un avion médicalisé. Le cardinal Laurent Monsengo est décédé cet après-midi à Versailles, 5 jours après son hospitalisation. L'information a été confirmée par la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Monsengo était 3e sur la liste de prélats congolais, fait cardinal après Maloula et Tiao. Retour sur son parcours. C'est ce communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa qui a officiellement annoncé la nouvelle. Archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passigna est décédé le dimanche 11 juillet en France, à Versailles. Le prélat catholique s'y était rendu dans la nuit du lundi au mardi 6 juillet dernier dans un avion médicalisé pour des soins appropriés alors qu'il se trouvait déjà dans un état critique. Monseigneur Laurent Monsengo avait été créé cardinal par le pape Benoît XVI au consistoire du 20 novembre 2010. Il a également participé au conclave de 2013 qui a élu le pape François. Très respecté par les dirigeants de l'Église catholique universelle, Monseigneur Monsengo faisait partie également de 8 prélats choisis par le pape pour l'épauler dans la réforme de la curie romaine et la révision de la constitution apostolique Pastor Bonus. Il a également, en septembre 2014, été nommé par le pape François père synodal pour la 3e assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille, se déroulant en qualité de membre du conseil ordinaire du synode des évêques. Laurent Monsengo, c'était aussi une personnalité très proche de la politique de son pays. En 1984, il était élu président de la conférence épiscopale du Zaïre. Ainsi, en 1991, il devient président du bureau de la conférence nationale souveraine, puis de 1992 à 1996 du Haut Conseil de la République, érigé en Parlement de transition en 1994. Il y a quelques mois, il prenait part aux consultations organisées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Consultations qui ont abouti à la mise en place d'une plateforme dite Union sacrée de la nation. Les dispositions pratiques relatives à ces obsèques seront communiquées incessamment, renseigne le communiqué qui relaie également l'appel du cardinal Fridolin Ambongo à intensifier les prières pour le repos éternel du cardinal Monsengo. Laurent cardinal Monsengo laisse derrière lui de nombreuses publications et un parcours ecclésiastique élogieux. Il avait 81 ans au moment de sa mort. Des poissons qui vieillissent et meurent dans le fleuve, des pêcheurs qui à peine résistent face aux difficultés d'une pêche artisanale qui ne leur permet pas d'offrir convenablement du poisson dans les assiettes de quinoa. La situation peut changer grâce à une coopérative pour la pêche et la commercialisation de poissons inaugurée le samedi par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. La restitution du port de pêcheurs spoliés a également refait surface le même jour. Blandine Zovo. La cité pêcheur de Kinkole a vécu une ambiance festive ce samedi 10 juillet avec la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vie s'est presque arrêtée sur toutes les artères de ce grand quartier de la commune de Linsélé. Tous étaient mobilisés et bien rangés pour un accueil chaleureux à celui qui tient à valoriser les pêcheurs et offrir de la nourriture saine aux Congolais. De blancs vêtus en tenue décontractée, le tout dans le respect des gestes barrières, le président de la République est revenu à Kinkole après sa visite historique du 7 mars dernier pour cette fois-ci inaugurer la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons. La Copécop Kinkole est un projet pilote qui sera dupliqué à travers toutes les provinces de la RDC. Son directeur général salue la concrétisation de l'une des promesses du chef de l'État à travers la mise en place de cette structure.
3 principaux objectifs sont assignés à la COPECOP. Il s'agit d'abord de développer les activités de la pêche à travers Kinkole et ses environs. Ensuite, améliorer et faciliter la production et la commercialisation des produits de pêche. Et enfin, doter les pêcheurs des intrants professionnels afin de mieux exercer leur métier. Pour le ministre de tutelle, la coopérative va également octroyer des crédits aux membres affiliés en vue de leur faciliter le travail. Une manière pour le garant de la nation de soulager la situation socio-professionnelle des pêcheurs. On commande pas le produit de chez nous. Et puis l'aquaculture et tout ça, ça me pensait à ça. La coopérative de pêche et de commercialisation du poisson est une concrétisation de l'une des promesses faites aux pêcheurs par le chef de l'État lors de son récent passage à la cité de Kinkole, où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris langue avec les pêcheurs du Poul Malébo, leur rassurant de son implication personnelle afin de valoriser la pêche en République démocratique du Congo et permettre à ce corps de métier d'accomplir réellement son devoir alimentaire et donner l'occasion à la population quinoise de chasser de leurs assiettes de la nourriture importée réputée impropre et nocive à la santé. Elle a été mise en place pour protéger les infrastructures publiques de Goma construites dans le cadre du partenariat public-privé. Le cadre de concertation et participation citoyenne est désormais institutionnalisé par un arrêté signé par le maire policier de cette ville, de précision dans ce reportage. Du cadre des concertations et participation citoyenne dans les cadres de la mission engagement citoyen, la cérémonie relative a eu lieu ce samedi 10 juillet au centre d'accueil Bakanja de Goma. Les animateurs élus de ces cadres ont été présentés à l'autorité urbaine de Goma, représentés par le chef des divisions uniques Alexis Ndalihoragne. Ils sont organisés par venus, quartier, commune et la mairie de Goma. Le coordonnateur de la commission justice et paix de la Caritas Goma a circonscrit la mission engagement citoyen. Gilbert Dego a insisté sur la bonne gouvernance et la pérennisation des infrastructures. La mission engagement citoyen vise particulièrement la promotion de la gouvernance locale ouverte pour la pleine participation citoyenne ou l'exercice de la démocratie participative à la base. Le représentant du maire de Goma a reconnu l'importance de la mission engagement citoyen. Il a appelé tout le monde à s'impliquer dans la protection des infrastructures publiques, dont la construction et l'effort de tous. Nous devons réussir ensemble, a-t-il martelé, avant de demander aux animateurs élus de se sentir désormais plus proches de l'autorité urbaine. C'est dans ce contexte-là que la République démocratique du Congo a tissé des liens avec la Banque mondiale. La Banque mondiale qui est en train d'implémenter plusieurs projets dans la République et dans la ville de Goma en particulier, où nous ne cessons de parler du projet de développement urbain dont la ville est le maître de l'ouvrage. Séance tenante, l'arrêté urbain portant création, organisation et fonctionnement du cadre de concertation et de participation citoyenne à Goma a été lu et remis aux animateurs. La porte-parole des animateurs élus a promis de faire preuve d'une protection des infrastructures publiques lors des manifestations. L'électrification de milieux ruraux évoquée au cours des échanges que le Premier ministre Sama Lukonde a eu avec une délégation canadienne, Patti Tundwango revient en détail sur cette discussion. La société canadienne Nuran envisage d'ici 40 mois couvrir la République démocratique du Congo en Internet et en télécommunications à moindre coût, surtout dans les milieux ruraux et ultra-ruraux. Projet qui cadre avec le programme du gouvernement Sama Lukonde dans son volet réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo. Reçu à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la délégation de cette entreprise canadienne conduite par son directeur des opérations Gaël Campagne a présenté au chef du gouvernement ces projets qui, une fois matérialisés, va permettre la connexion à l'Internet de l'arrière-pays. Nous avons présenté notre projet à son Excellence. Il est très attaché à pouvoir réduire la fracture digitale dans les régions rurales et ultra-rurales. Comme c'est l'ambition de notre projet avec notre partenaire Orange, appuyer favorablement la démarche et on s'attend à ce que, évidemment, le gouvernement apporte son soutien puisqu'on vient désenclaver les populations
les plus en demande, les plus en besoin. Et donc on est impatient maintenant de lancer notre projet. On va mettre 2000 sites, en fait 2000 stations radio dans les régions les plus reculées donc, du Congo, là où il n'y a pas aujourd'hui de service, qui à chaque fois vont permettre à 2000, 3000, 4000 populations de se retrouver maintenant en contact avec le reste du réseau et donc de développer de l'activité autour de ça. Donc des gens qui aujourd'hui n'ont ni électricité ni téléphone vont pouvoir tout d'un coup être en contact avec leur famille, développer des activités et donc créer de la richesse pour eux-mêmes et pour le Congo. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, a promis son soutien à cette initiative car le développement passe aussi par le numérique. Les médecins congolais n'iront pas en grève ce lundi, comme annoncé. Le gouvernement a anticipé une démarche pour contrer cette crise en vue. Depuis hier, des discussions réunissent les membres du syndicat autour du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou était accompagné de son collègue du budget, Nadine Kilocho. Vers une solution aux revendications des médecins, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du premier ministre, avec à ses côtés le ministre d'État, ministre du budget Boji Sangara et le ministre de la Santé Jean-Jacques Bungani, a présidé une importante réunion avec le banc syndical des médecins. Parmi les décisions, la mise en place d'une commission devant examiner la solution concrète aux revendications des médecins. Le gouvernement a demandé aux médecins de reconsidérer leur position d'aller en grève. En guise de réponse, le banc syndical a estimé devoir d'abord se référer à l'Assemblée générale à qui il va faire rapport des propositions du gouvernement. Le gouvernement de la République est disposé à faire le pas attendu par les médecins et nous espérons que la cellule technique mise en place aura à vider la question. Vous comprenez que le préavis des grèves a expiré hier samedi 10 juillet 2021. Il est question aujourd'hui que le médecin se réunisse en urgence. Nous sommes dimanche, nous espérons que les assemblées générales seront tenues et que nous pourrons en temps utile porter à la connaissance de l'autorité du gouvernement de la République l'option qui sera levée par le médecin. Le banc syndical va travailler d'arrache-pied pour remettre au gouvernement la copie de ces desiderata au plus tard le jeudi prochain pour que cela soit examiné au cours du Conseil des ministres de ce vendredi 16 juillet 2021. Quittons la salle de réunion pour les routes. Nous vous conduisons à présent à la nationale numéro 17 en pleine réhabilitation dans son tronçon compris entre Mongala et Massambio. Des travaux exécutés par la brigade de l'office de route sur financement du fonds d'entretien routier. Les détails dans ce reportage de Blaise Moko-Kiasonza et Camille Joquet. En attendant le financement de la Banque africaine de développement pour l'asphaltage de cette chaussée, les travaux dont le coup d'envoi a été donné par le directeur général de l'Office des routes concernent dans un premier temps l'attaque des points chauds. Nous avons décidé pour ces endroits-là de procéder à une stabilisation au sol ciment et avec cette technologie nous allons mettre aussi une couche de roulement en enduit pour faire simple en goudron. Donc vous allez avoir une route asphaltée. Sur le chantier, l'Office des routes n'a amené que sa logistique et ses ingénieurs. Les tout travaux sont recrutés localement. C'est une façon pour cet office de lutter contre le chômage. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de doter le pays des infrastructures routières appropriées sont ici salués par la notabilité de la province. L'Office des routes, par la technicité avérée de son comité de gestion dont on ne peut plus mettre en doute, commence déjà des travaux à travers les points chauds qui empêchent la bonne circulation. La détermination est de mise pour faire disparaître des nids de poules et autres bourbiers qui ont plongé la population riveraine dans un espoir désespéré pendant plusieurs années. Des routes pour desservir la population, cette population qui justement est au devant de la scène ce 11 juillet à l'occasion de la journée mondiale lui dédiée. Crise sanitaire mondiale oblige, la célébration 2021 met un accent sur la santé de la reproduction pour tous dans un contexte particulier de la Covid-19. Le ministre national du Plan a fait un message à l'occasion de cette journée. En voici un extrait. Chers compatriotes, à l'instar de la communauté internationale, la République démocratique du Congo commémore
ce dimanche 11 juillet 2021, la 34e édition de la Journée mondiale de la population. Le thème retenu cette année est « Les droits et les choix sont la réponse en cas d'augmentation ou de diminution de naissances en ce moment de la pandémie de la Covid-19. Influencer sur les taux de fécondité ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits en matière de reproduction pour tous. » Depuis 2 décennies, la RDC fait face aux vulnérabilités et défis majeurs suivants en matière de population. La forte fécondité au niveau national avec un taux moyen de 6,2 enfants par femme, classant ainsi la République démocratique du Congo parmi les 5 pays au monde à forte croissance démographique. La précocité de cette fécondité au niveau des adolescents avec un taux de 109 pour 1000 dû en partie au mariage d'enfants, l'absence de données fiables pour la planification du développement dont le dernier recensement général de la population et de l'habitat remonte à 1984. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fixe l'objectif global de réduction de la pauvreté de masse que vit la population congolaise. La célébration de la Journée mondiale de la population revêt un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo qui fait face aux défis majeurs que je viens d'évoquer. Il faut se réinventer et innover pour mieux se positionner dans le marché international. Certains l'ont déjà compris, comme ceux qui ont créé les lave-mains automatiques pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Regardez. Dès lors qu'on franchit la porte principale du palais de la justice, quelque chose frappe les regards, même les plus indiscrets. Il s'agit de ces dispositifs de lavage de mains automatiques. En cette période où la RDC fait face à la 3e vague de Covid-19, l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, en réponse à la requête du comité de riposte contre la Covid-19, a appuyé l'aménagement des 10 dispositifs dans 8 sites, ou mieux, 8 structures publiques identifiées comme potentiellement à risque élevé de dissémination de la Covid-19. L'objectif de cette dotation est de contribuer à la prévention et au contrôle du Covid dans la communauté, comme le dit le représentant résident de la JICA, Kazunao Shibata, qui a procédé ce lundi 5 juillet à la remise officielle de ces dispositifs à l'intendant du palais de la justice. Nous consacrons grands efforts au secteur de la santé ces dernières. La même cérémonie de remise officielle s'est déroulée un peu plus tôt à la prison d'Indolo et dans la soirée du même jour à l'INRB en présence du docteur Mouyembe. Madame Thérèse vient donc innover en nous mettant tout un système, tout est automatique. C'est formidable, nous sommes vraiment très contents. Women's Technology est l'entreprise qui a conçu ces dispositifs. Sa directrice, Thérèse Isaï Kirongozi, elle-même ancienne stagiaire de la JICA, s'est chargée à chaque fois de fournir les explications sur le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Sans toucher quelque chose, je peux nettoyer mes mains. Les dispositifs dotés disposent de plusieurs points d'eau, des débiteurs de savon liquide, des sèche-mains, tous automatiques, avec un détecteur de présence. La prise de température avec alarme en cas de fièvre et les comptes personnes ont été aussi intégrés dans l'ouvrage. Des envoyés spéciaux de la Corée du Sud, du Mali et de l'Union africaine reçus cette semaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des discussions sur lesquelles revient notre confrère Pierre Kibambeso Moïsa dans l'hebdo du président. Bientôt la création d'une agence africaine de médicaments. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis de s'y impliquer en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Déclaration de l'envoyé spécial de l'organisation panafricaine Michel Sidibé, qui a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Le projet de matérialisation de ces méga-organes sanitaires date de 2019. La demande de ratification est faite aux 55 États africains pour sa mise en place effective afin de valoriser entre autres la flore africaine qui regorge de véritables trésors en pharmacopée, a souligné les hauts fonctionnaires africains.
Renforcement de relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Séoul. Les sujets étaient au menu des échanges que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Ahn Sang-wok. L'homme d'État sud-coréen était conduit auprès du chef de l'État par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundola Apala. Il a indiqué au sortir de cette entrevue que son entretien avec le président de la République était axé principalement sur des questions relatives à l'approfondissement de relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, culturels et de la santé. Reçu à son tour par le président de la République, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale, était porteur d'un message du colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, au chef de l'État président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Mali a besoin de plus de solidarité pour la réussite de la transition qui devra aboutir à l'organisation des élections transparentes et crédibles, a dit le ministre Abdoulaye Diop. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 11e réunion du Conseil des ministres. La communication du chef de l'État a porté sur 3 grands points: l'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques, la renégociation de certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société DP World pour la construction du port en eau profonde de Banana et l'obligation pour le gouvernement d'encadrer toutes les activités d'usage du cannabis pour des besoins médicaux. Enfin, une page noire. La famille présidentielle a été frappée par la disparition de la sœur cadette du patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba et la tante paternelle du chef de l'État, Eugénie Tshikawa Mulumba, décédée le 25 mai 2021 à Johannesburg. Le président de la République et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et toute leur famille sont allés rendre le dernier hommage à l'illustre disparu, parlementaire honoraire et une combattante défenseuse de la démocratie au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et notre hommage du couple présidentiel a été rendu à l'ancien sénateur Jacques Chimbombo Mukuna lors de la levée du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. À toutes ces différentes cérémonies funéraires, on a noté la présence de plusieurs autorités politico-administratives. La levée des humilités du sénateur Matata Ponyo, la poursuite de l'offensive de forces armées de la République contre les IDF en Ituri ou encore les obsèques du directeur général de la RTNC, autant de sujets exploités par notre rédaction cette semaine. Serge Mata nous en fait le résumé. Général et de l'identification de la population congolaise d'ici 2023 était cette semaine au quai de la réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Une commission gouvernementale a d'ailleurs été mise en place afin de statuer sur la question. La Grande-Bretagne soutient les efforts des autorités compétentes dans la recherche de la paix en Ituri et au Nord Kivu. Son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Émilie Maltan, l'a dit au sorti de l'audience que lui a accordé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le bureau du Sénat a autorisé des poursuites à l'encontre du sénateur Matata Ponyo. Il a transmis les dossiers y afférents au procureur général près la Cour constitutionnelle. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé mardi 6 juillet 2021 à la remise officielle du code des bonnes conduites du personnel enseignant, responsable des sous-secteurs de l'EPST, ainsi qu'aux partenaires éducatifs. Question de réglementer davantage la conduite enseignante pour prévenir et punir tout type de violence et maltraitance en milieu scolaire. La régularisation de la situation administrative des agents des services publics non payés, CCG, a fait l'objet des échanges entre les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et la délégation de la direction générale des ressources humaines, la fonction publique. La République démocratique du Congo, par le biais de son ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibasa Maliba, a pris une part active au parc des expositions de Barcelone en Espagne à une édition physique
thématique du Grand Salon mondial du mobile, axé sur l'impact de la connectivité dans le monde. La proposition de loi sur la congolité qui consacre le verrouillage des postes régaliens aux seuls Congolais des pères et des mères a été déposée ce jeudi 8 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Union des conseils des chargeurs africains et directeur général de l'Office de gestion du frais multimodal a effectué une mission de plaidoyer en Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, Patience Saïba Tamboué a rencontré le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à Accra au Ghana. Il a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Les États généraux des mines, ces forums de 3 jours entend faire du secteur minier les véritables moteurs de croissance et du développement économique de la République démocratique du Congo. Dans les territoires d'Irumu, en Ituri, plusieurs bastions des ADF MTM ont été pilonnés et détruites. Afin de rétablir la paix et la stabilité dans cette partie du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent l'ennemi en débandade jusque dans ces derniers retranchements. Des graves dégâts matériels importants ont été enregistrés après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 dans les territoires de Luebo, au Kasaï. Les vents violents ont emporté les toitures de plus de 300 maisons d'habitation, écoles, bâtiments administratifs, centres de santé ainsi qu'églises. Les succès de l'état de siège dans la restauration de la paix au Nord Kivu, en Ituri, les caucus des députés élus du Sud Kivu sollicitent la même expérience dans les provinces respectives afin de mettre un terme aux multiples actions perpétrées dans la plaine de Ruzizi. Décédé dans la nuit du jeudi 24 à vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa, la dépouille mortelle du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a été conduit dans sa province d'origine, les Haut-Katanga. Bien avant, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lui a rendu un dernier hommage. C'était au cours d'une cérémonie funéraire à laquelle plusieurs autorités du pays, cadres et agents de la RTNC ainsi que la famille biologique du défunt étaient rassemblés pour plairer l'illustre disparu. C'est devenu presque une routine. La série d'enlèvements de masse se poursuit au Nigeria cette semaine. 140 élèves ont encore été kidnappés. Pendant ce temps, le Botswana, lui, battait son propre record du 3e plus gros diamant du monde. L'actualité africaine et mondiale avec Eric Kabamba. Kidnapping contre rançon, le phénomène prend plus d'ampleur au Nigeria. Cette semaine, 140 lycéens ont été kidnappés par des hommes armés dans un pensionnat de l'état de Kaduna au nord-ouest du pays. Et 25 seulement ont réussi à s'échapper. Selon les responsables de cet établissement, les kidnappeurs veulent un échange contre une rançon. 21 cadavres de migrants ont été repêchés cette semaine par la garde maritime tunisienne au large des côtes tunisiennes après les naufrages. Partis des Sfax, dans le centre de la Tunisie, ces migrants étaient tous originaires d'Afrique subsaharienne et tentaient de rallier clandestinement l'Europe. 50 personnes ont pu être secourues selon la garde nationale. Condamné la semaine dernière par la Cour constitutionnelle à 15 mois de prison pour outrage à la justice, Jacob Zuma a mis fin au suspense en se rendant à la police et a passé sa première nuit en prison. Il a tenu le pays en haleine jusqu'à près de minuit mercredi 7 juillet, date à laquelle prenait fin l'ultimatum posé pour se rendre à la police. Le Maroc a dévoilé le lundi dernier un projet de fabrication locale du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19. Ces projets de 421 millions de dollars visent à produire 5 millions de doses par mois. Un mémorandum d'attente a été signé entre le Royaume et le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Un énorme diamant brut au reflet argenté a été découvert cette semaine au Botswana auprès de la société canadienne Lucara. Cette pierre précieuse de 1174 carats découverte vole la 3e place sur le podium des plus gros diamants au monde à une autre pierre trouvée quelques jours plus tôt, le 1er juin, dans le même pays. Cette dernière découverte conforte ainsi le Botswana dans sa position de leader sur la scène mondiale des plus gros diamants au monde. Plus de 50 morts et une trentaine de blessés,
C'est le bilan d'un gigantesque incendie qui a ravagé une usine de fabrication de bonbons et des jus de fruits près de Dhaka, capitale du Bangladesh. De nombreux ouvriers ont dû sauter par les fenêtres pour se sauver. On ignore encore le nombre total de personnes qui se trouvaient dans ces bâtiments de 6 étages, a annoncé la police. À 2 semaines du début des Jeux Olympiques, la flamme olympique est arrivée à Tokyo sans public. Le gouvernement japonais a annoncé aussi que les épreuves de ces Jeux se tiendront à huis clos car le pays est en état d'urgence qui durera jusqu'au 22 août et couvrira toute la période des Jeux Olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. La vue, un sens qui perd parfois sa qualité au fil des ans. Pour ainsi améliorer leur vision, plusieurs personnes font recours aux lunettes médicales avec ou sans prescription. Les verres dits médicaux sont dans tous les coins de rue. Lunettes de la rue, garantie d'une cécité anticipée. C'est ce document de Blandine Wavingala. C'est la vie, dit-on. Pour préserver les yeux, certaines prescriptions prévoient des lunettes médicales en cas de besoin. Où se procurer ces lunettes ? À Kinshasa, en dehors de toute norme, les lunettes médicales sont vendues dans les rues. Dans d'autres pays, on accuse toujours la pauvreté. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour consulter un professionnel en ophtalmologie. Soit, ou encore c'est la paresse, ou encore c'est l'ignorance. Souvent, quand un médecin prescrit les lunettes, certaines personnes préfèrent acheter dans la rue à cause du prix élevé. Car dans la rue, les prix sont abordables puis négociables. La population quinoise est exposée à un danger permanent qui est dû à la faiblesse du vouloir s'adresser à des non-spécialistes par rapport à la vente des lunettes médicales sans aucune garantie d'efficacité à travers les rues de la capitale. Lunettes, ils ont pris par prix. Comme c'est mis sous. Nous recevons des clients de toutes catégories. Nous marchandons les prix à partir de 5 $ américains et souvent nous nous limitons soit à 4 000, soit à 3 500 francs congolais par lunette. Nous avons des lunettes qui ne sont pas vraiment beaucoup chères, mais cela dépend d'une personne à une autre. Pour conserver les lunettes, pour garder les lunettes à bon état, d'abord vous devez éviter de les poser comme ça. Lorsque vous les posez comme ça, ça va créer ce qu'on appelle des cicatrices. C'est mieux de les poser comme ça. Comme ça, en les posant comme ça, ça va bien protéger le verre. Il y a aussi une meilleure façon aussi de conserver les lunettes, c'est comme ça. En les mettant comme ça sur la boîte. Vous allez aussi utiliser ce qu'on appelle les cleaners en anglais. Il nous permet de nettoyer le verre pour bien voir, pour ne pas aussi... La prise en charge médicale est très importante pour la santé des yeux, malgré la vente des lunettes médicales à moindre coût proposées par des vendeurs ambulants. L'œil, c'est le miroir du corps. Toute personne doit passer par la consultation nécessairement pour rechercher s'il y a un problème éventuel qui pourrait menacer la vision. Une maladie comme le glaucome, la maladie qui s'accompagne de la tension des yeux, souvent on découvre cette maladie-là de manière fortuite. Donc la consultation permet de faire la mise au point. Au cours de cette mise au point, on peut s'apercevoir que les yeux de ces patients ont besoin de lunettes. Voilà ce qui est déjà un diagnostic et ce qui va être un traitement à la fois aussi. Les maladies oculaires, mieux vaut détecter ça à temps et soumettre le patient sous traitement à temps pour obtenir de bons résultats. Dans certains cas, ça devient impossible, ça devient difficile de recouvrer la vision. Ou si vous allez récupérer un peu, mais ça ne sera pas à 100%. Vous aurez perdu une bonne partie de votre vision. La situation économique du pays ne peut en aucun cas justifier la prolifération du marché des lunettes médicales dans les rues. La santé n'a pas de prix.
On reste sur le dernier dossier. Il vous faudra peut-être des lunettes pour constater la responsabilité des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo, tel que décrit par Freddy Mulumba dans son nouvel ouvrage intitulé « Réflexion sur les responsabilités des intellectuels sur la crise en République démocratique du Congo ». Et pour l'analyser, nous avons fait appel à notre chroniqueur maison Mbouyal Magal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Alors Mbouyal, à première vue, le titre paraît choquant. Qu'est-ce que l'auteur a voulu démontrer? C'est justement une manière d'interpeller, de saisir le phénomène dans sa grandeur, saisir le phénomène dans sa chaleur, de manière à attirer justement l'attention. Parce qu'il faut des formules choc pour saisir l'opinion, pour saisir son auditoire. Et je crois qu'à ce niveau-là, Freddy doit avoir certainement reçu, parce que le livre porte un titre assez interpellateur. Alors, il faut justement que les gens se sentent interpellés, il faut que les gens comprennent qu'il y a un problème. Parce que dès qu'il y a un problème et que les gens passent sous silence ce problème, c'est que tout le monde est malade. Donc voilà le problème qu'il est en train de soulever au travers. Mais quels sont justement les faits qui le soulèvent dans sa réflexion pour présenter cela? D'abord, il parle de la photographie de la société congolaise, notamment la catégorie sociale ou professionnelle des intellectuels. Et lorsqu'il est en train de les observer, il réalise qu'il y a un certain nombre de comportements qui relèvent de contradictions et qui devaient servir de lumière et qui devaient servir d'alerte et qui devaient mobiliser les citoyens. Ils passent inaperçus. Alors, c'est dit, mais si eux ne peuvent pas apporter la lumière dont le pays a besoin, alors justement, parce que maintenant, ils remontent, évidemment, en se servant d'autres études, notamment celle aussi menée par Moudimba à son temps. Vous dites, mais en fait, comment sont-ils perçus les intellectuels et même comment ils se perçoivent lorsqu'on fréquente les milieux universitaires, lorsqu'on rencontre les professeurs de l'université? La plupart des cas, c'est des gens qui ont perdu l'espoir. Alors si eux perdent l'espoir, qu'est-ce que vous demanderez aux citoyens ordinaires? Si eux ont déjà perdu l'espoir, parce que les gens croient qu'avec eux, le pays peut avancer. Or, ils n'apportent rien. Ils ne voient, donc, ils ont des yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans la société. Alors, voilà un élément. Et puis, Freddy cite un cas de notre professeur Mvwezolo qui parlait que l'intellectuel congolais souffre de la lopema, la longue et pénible maladie. Parce que généralement, dans les communiqués nécrologiques, on a pris l'habitude, celui qui a souffert longue et pénible maladie. Mais là, la lopema est devenue une maladie généralisée à tous les intellectuels, parce qu'ils se retrouvent à gauche, à droite. Ils ont le choix entre aller en exil, ou vivre la misère, ou se recoqueviller, quoi. Donc voilà. Mais on sait que lui-même, auteur de ce livre, est un intellectuel, comme vous d'ailleurs. Où se classe-t-il, l'auteur? Où se classe-t-il? Parmi ces gens au comportement décriant, ou bien il se met à l'écart? Mais il se classe du côté de ce qu'on peut considérer comme les chiens de garde, les veilleurs de conscience. Déjà, lorsqu'on publie un titre de cette nature, et donc on a cessé on a déjà quitté cet univers-là pour retrouver un autre. C'est vrai que peut-être son cas est difficilement identifiable, mais lorsqu'il se met à ouvrir des critiques assez sévères, lorsqu'il se met à dénoncer ce qui ne marche pas, c'est qu'il aimerait que les choses changent. Il aimerait que dans l'univers des intellectuels, que les choses bougent, parce que le pays ne peut pas vivre longtemps dans la crise, et puis les gens ne regardent pas. Ici, par exemple, le cas, évidemment, dans une société où on est habitué à vivre un peu l'accessoire, il s'interroge, mais est-ce que la société congolaise a besoin de ces intellectuels? Est-ce que la société congolaise a besoin de la science? Et ici, le cas, lorsqu'un professeur d'université meurt, si brillant soit-il, ça passe inaperçu même dans le quartier où il vit, mais posez-vous, dès qu'il y a un musicien qui meurt, c'est tous les politiciens qui courent à gauche, à droite pour aller placer des jets de fleurs, et les mêmes s'ils apprennent qu'un professeur d'université. Évidemment, autour des morts, on recherche toujours sa petite célébrité, la politisation pour se faire applaudir. Ça fait partie de la culture congolaise. Et dans l'opinion, on parle beaucoup des universités congolaises qui forment plus de littéraires que des techniciens, par exemple. Il y a insuffisance dans ce domaine-là. Mbouyal, l'ouvrage paraît intéressant. Où s'en procurer? Évidemment, auprès de l'auteur, Freddy Mulumba Kabaïde.
DG intérimaire à la RTNC, c'est lui l'auteur. Pas de librairie, pas de... Bon, c'est publié aux éditions L'Harmattan. Il y a le bureau L'Harmattan quelque part à Lingwala ou dans toutes les autres librairies. Mais bon, le lieu le plus, c'est auprès de l'auteur. Merci beaucoup Mbouya Bangal. Je rappelle que vous êtes notre chroniqueur maison et avec vous, nous parlions de cet ouvrage donc sur la réflexion, les réflexions donc sur la responsabilité ou les responsabilités des intellectuels dont la crise en République démocratique du Congo. Un ouvrage de Freddy Mulumba Kaboué, directeur général ad interim de la RTNC. Poursuivons cette édition avec ce question relative au monde de l'emploi évoqué au cours d'une séance de travail entre la ministre en charge du travail et la représentante de l'Organisation internationale du travail, emploi des jeunes, formation professionnelle, sécurité sociale, des sujets très largement évoqués au cours de ces échanges. L'Organisation internationale du travail OIT entend apporter son accompagnement et son soutien indéfectible à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussinkembe, durant tout son mandat à la tête de ce ministère. C'est la déclaration faite par Madame Aminata Maïga, représentante de l'OIT, bureau pour 6 pays, Angola, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Gabon et Tchad, basée à Kinshasa, arrivée fin mandat de sa mission. Au cœur de leurs échanges fructueux, les questions relatives au monde du travail en République démocratique du Congo. Nous avons profité pour faire le point des différents dossiers entre l'OIT et la République démocratique du Congo. Depuis que je suis arrivé, ça fait 7 ans, nous travaillons ensemble. Dans ses précédentes fonctions, nous avons toujours très bien travaillé sur les questions de la formation professionnelle ensemble et je me réjouis qu'elle ait été élevée à cette importante position et qui est critique pour le développement social du pays. Signalons qu'après 7 ans et demi, passé en République démocratique du Congo, Aminata Maïga va quitter Kinshasa à la fin de ce mois pour rejoindre son nouveau poste d'affectation à Yaoundé au Cameroun, où elle a été promue par le directeur général du BIT comme responsable de l'équipe technique au travail de sang pour l'Afrique centrale. La formation, une question essentielle pour la République démocratique du Congo de plein pied dans la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf qui vient justement de signer un mémorandum d'entente avec l'Union des conseils de chargeurs africains représenté par son président Patient Saïba. Edi Tchala revient sur la nature de cet accord. Ce voyage pour Patient Saïba Tamboué, président de l'Union des conseils des chargeurs africains, accompagné par son secrétaire général, Ogoula Giscard Lilian, est un tournant décisif, car les résultats engrangés sont le socle de tout le travail à venir au service du continent. Ces échanges avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, Wamkelemene, sont l'aboutissement d'un processus mené avec célérité et pleine maîtrise des enjeux. L'engagement du directeur général de l'OGFREM et président de l'UCCA, couplé au réalisme du secrétaire général de la ZLECAf, ont produit ce mémorandum d'entente qui définit le cadre de collaboration entre les deux institutions. La signature de ce document implique donc que le secrétariat général de la ZLECAf, qui se démène au niveau stratégique, a désormais un bras opérationnel, l'UCCA. La signature ce jour du mémorandum d'entente ou du protocole d'accord de collaboration entre l'Union des conseils des chargeurs africains et la zone de libre-échange continentale africaine est le couronnement de la détermination partagée entre la ZLECAf et l'UCCA pour voir une Afrique émergente. En quelques mois de discussion, il faut avouer que les convictions sont fortes chez les deux personnalités. 40 ans sur le terrain, à la lisière du secteur privé et public, l'UCCA entend bien jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cette zone. Dans la perspective de doubler le taux du commerce intra-africain d'ici 2025, Patient Saïba Tamboué et Wamkelemene ont un défi à relever, celui de voir les marchandises circuler sur le continent sans barrière douanière. Fin de ce journal, je vous rappelle la principale information. Le cardinal Laurent Monsengo est décédé ce dimanche en France. L'archevêque émérite de Kinshasa avait 81 ans. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa qui officiellement annoncé la nouvelle a relayé également les condoléances du cardinal Ambongo à tous les fidèles catholiques. Cette édition de Journal Magazine est maintenant terminée. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Retrouvez à 23h Rick Indouzi. Le Journal Magazine revient le dimanche prochain. Bonsoir.